19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. Les pèlerins ont afflué ce mardi vers le mont Arafat, près de la Mecque, pour l'étape la plus importante du Hajj avant Eid al-Adha demain. Eid al-Adha célébré donc demain par les musulmans du monde entier. En Palestine, la quiétude n'est pas au rendez-vous. 2 Palestiniens ont été blessés ce mardi à Naplouse lors d'une nouvelle incursion des forces de l'occupation sioniste. Vladimir Poutine remercie l'armée russe d'avoir arrêté une guerre civile et assure que Wagner était entièrement soutenu par l'État russe. Et Alexandre Loukachenko fustige une nouvelle fois l'Occident qu'il accuse de vouloir déstabiliser la région en élargissant l'OTAN. Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez à la veille de Eid al-Adha. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu les vœux de nombre de ses homologues, à commencer par le président tunisien Kais Saïed. Les 2 dirigeants se sont mutuellement présentés, ainsi qu'au peuple algérien et tunisien, leurs vœux les plus sincères à la veille de Eid al-Adha. Abdelmadjid Tebboune qui s'est également entretenu avec son frère, le président palestinien Mahmoud Abbas, à qui il a souhaité paix et prospérité, à lui ainsi qu'au peuple palestinien frère. Et enfin, c'est le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui a présenté ses vœux au président algérien à l'occasion de la fête de l'Aïd, lui souhaitant ainsi qu'au peuple algérien davantage de bien-être et de stabilité. Nous le disions à l'instant, de nombreux pèlerins ont afflué ce mardi vers le mont Arafat, près de la Mecque, pour l'étape la plus importante du Hajj, après avoir passé la nuit à Mina, une vallée entourée de montagnes rocheuses située à 7 km de la grande mosquée de la Mecque. Les fidèles ont passé la journée à prier et à réciter le Coran à la veille de Eid al-Adha. Cette année, j'ai fait ce que j'avais dit de faire durant le dernier Hajj et j'ai pu venir ici à ce grand rassemblement. J'ai appris ma leçon du dernier Hajj et je suis venu tôt. Je n'imaginais pas que je serais capable de monter le mont Arafat. Je me sens si heureux. Je ne peux pas exprimer mes sentiments avec des mots. C'est la première fois que je viens ici. Je ressens de la fierté, de la miséricorde et de l'amour. Je ne peux pas vous expliquer ce sentiment. Nous ne parvenons pas à exprimer ce que nous ressentons. C'est la première fois que je viens ici. Je ressens de la fierté, de la miséricorde et de l'amour. Je ne peux pas vous expliquer ce sentiment. Nous ne parvenons pas à exprimer ce que nous ressentons. Et les musulmans à travers le monde célèbrent demain la fête de Eid al-Adha, une fête de plus que les Palestiniens n'accueilleront pas dans la joie et la quiétude. Ils sont confrontés tous les jours aux violences de l'occupation sioniste. La situation avant l'Aïd est comme les jours normaux, encore moins. Si nous la comparons aux années passées, la situation était alors meilleure qu'aujourd'hui. Les ventes sont à 30%, alors que l'année dernière, elles étaient à 80%. La situation économique est mauvaise pour de nombreuses raisons. Tout d'abord à cause de l'occupation sioniste et de la fermeture des entrées de Naplouse qui empêchent les gens d'entrer et de sortir. La deuxième raison est le retard dans le paiement et les baisses récurrentes de salaire. Pour l'Aïd et son atmosphère, j'espère qu'il sera meilleur que les autres. Nous espérons que la situation restera calme, sans martyrs, tristesse et maladie. Nous espérons que les gens apprécieront cet Aïd et que les marchands réduisent les prix pour que les gens puissent en profiter.
Les prix de l'année dernière étaient meilleurs, le fourrage est cher. Le sac de mélange de fourrage coûte 36 $, soit environ 30 dinars jordaniens, ce qui n'est pas facile. Le commerçant ou propriétaire de bétail arrivera à peine à joindre les deux bouts en raison d'une alimentation coûteuse. Et sur le terrain, l'escalade ne faiblit pas. 2 Palestiniens ont été blessés par balle lors d'une incursion des forces de l'occupation sioniste dans la ville de Naplouse tôt ce matin. 6 citoyens ont également été arrêtés lors de cette incursion. Autre pays où la fête de l'Aïd sera célébrée dans une atmosphère tendue, le Soudan. Les paramilitaires ont décidé de faire taire les armes avec un cessez-le-feu unilatéral de 2 jours à partir de demain. Les détails, Naliman Zekar. Un semblant de paix. À la veille de la célébration de Eid al-Adha, une nouvelle lueur d'espoir surgit dans ce conflit armé qui dure depuis plus de 2 mois. Le commandant des forces paramilitaires soudanaises a annoncé une trêve unilatérale. Le général Mohamed Hamdan Daglo a déclaré dans un enregistrement audio que la trêve serait effective mardi et mercredi, soit durant la fête religieuse musulmane. Pourtant, sur le terrain, les forces paramilitaires auraient d'ailleurs pris le dessus dans les combats. L'armée soudanaise se retrouve en difficulté sur plusieurs fronts. À Khartoum, les RSF lui ont ravi le QG de la police et son arsenal, ce qui pourrait avoir un impact important dans la bataille. Jusqu'à présent, près de 2800 personnes ont été tuées au Soudan depuis que le bras de fer entre le chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan et son ancien adjoint Daglo a dégénéré en conflit armé. Le nombre réel de morts devrait être beaucoup plus élevé, les deux forces ne signalant pas les victimes et de nombreux corps gisant dans les rues de Khartoum et dans la région occidentale du Darfour, où la plupart des violences se sont produites. Les trêves se succèdent donc, mais n'aboutissent à rien. De leur côté, les Soudanais fuient chaque jour pour se mettre à l'abri. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, quelques 2 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays et environ 600 000 autres ont fui au-delà des frontières soudanaises. Le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés est de plus en plus alarmé par les besoins humanitaires croissants des personnes touchées par la crise au Soudan, alors que le nombre de personnes déplacées continue d'augmenter et que l'acheminement de l'aide reste fortement limité par l'insécurité ainsi que par le manque d'accès et de financement. Et malgré cette situation tendue, les Soudanais ne renoncent pas à célébrer la fête religieuse qu'est Eid al-Adha. Sacrifier un mouton à cette occasion est une nécessité pour de nombreux habitants. Mohamed Wali Ben Shaban. Au Soudan, la fête religieuse du sacrifice plombée par la guerre, mais aussi par une sévère vague inflationniste. À la veille de l'Eid al-Adha, les acheteurs sont rares au marché aux bestiaux. Avec une inflation galopante et la hausse des prix du fourrage et des transports, les Soudanais ont du mal à vendre ou à acheter des moutons pour célébrer cette fête religieuse. À cause de la guerre, les moutons ne sont pas arrivés. Et c'est pourquoi les prix sont plus élevés. Les gens ne peuvent pas se permettre d'acheter comme ils le font chaque année. La situation est mauvaise comme vous pouvez le voir ici. Les gens sont là pour regarder les moutons mais n'ont pas les moyens d'en acheter. Le fourrage coûte cher. Le transport des moutons coûtait auparavant environ 5 $. Cette année, il est à 12 $. Et même la guerre, tous ces facteurs ont impacté les prix des petits ovins cette année. Le coût élevé rend pratiquement impossible l'acquisition d'un mouton. Certains optent pour une cotisation familiale pour s'offrir une bête. Maintenant, le client s'associe à un autre pour acheter un animal qui coûte 1618 ou 1941 $. De nombreux clients préfèrent cotiser pour acheter une bête pour la sacrifier. C'est une façon pour alléger un peu les coûts élevés des moutons. Eid al-Adha représente un événement phare du calendrier musulman que les Soudanais s'apprêtent à célébrer malgré la guerre.
On reste en Afrique pour aller au Nigeria cette fois-ci. Nombreux sont les obstacles qui se dressent devant le nouveau président Bola Tinubu. Un mois après son investiture et la spectaculaire suppression des subventions sur le carburant, d'autres défis l'attendent au tournant, comme nous l'explique Nelaït Hamouda. À peine investi président du Nigeria, Bola Tinubu a agi à la vitesse de la lumière au cours de son premier mois au pouvoir. Il a entrepris plusieurs chantiers afin de libérer tout le potentiel du géant économique léthargique de l'Afrique, mettant fin à la subvention sur le carburant. Une façon de réorienter les fonds vers de meilleurs investissements dans les infrastructures publiques, l'éducation, la santé, mais aussi les emplois. Je ressens votre douleur. C'est une décision que nous devons prendre pour sauver notre pays de la faillite et soustraire nos ressources à l'emprise de quelques éléments antipatriotiques. Péniblement, je vous ai demandé, mes compatriotes, de vous sacrifier un peu plus pour la survie de notre pays. Cette décision ne passe pas sans conséquence. Le prix du carburant a presque triplé, touchant des millions de ménages et de petites entreprises. Les tarifs de transport ont même grimpé en flèche. Le nombre de personnes qui avaient l'habitude d'entrer dans mon tricycle préfèrent désormais faire du trekking. Partir avec moins de 5000 naira, ce n'est rien pour ma famille et je pense tenir les 3 prochains mois. L'économie fait partie des plus gros défis du président nigérian, mettant fin aux restrictions sur l'échange et unifier le taux de change pour mettre fin aux pénuries chroniques de dollars. Il vaut mieux endurer la douleur maintenant pendant que des meilleures fondations sont en train d'être posées. Nous sommes au point de départ. Nous devons s'unir, nous devons le soutenir pour faire avancer cette nation. Bola Tinubu promet des investissements massifs dans les services publics, atténuer la pauvreté et la sécurité liées à Boko Haram et à la délinquance. L'actualité de ce mardi marquée également par ce discours prononcé par Vladimir Poutine devant les forces de sécurité au Kremlin. Le président russe a tout d'abord remercié l'armée russe d'avoir arrêté une guerre civile, affirmant que ni l'armée régulière ni la population russe n'ont soutenu la rébellion armée de Wagner. Les soldats et les officiers sont les véritables défenseurs de la patrie qui, dans une période difficile pour le pays, avec leurs compagnons d'armes, se sont opposés aux troubles qui auraient inévitablement abouti au chaos. Vous avez protégé la Constitution, les vies, la sécurité et la liberté de notre peuple. Vous avez sauvé notre patrie de la tourmente. En fait, vous avez arrêté une guerre civile. Vladimir Poutine a également rappelé que le groupe paramilitaire Wagner était entièrement soutenu par l'État russe, affirmant que ce dernier avait touché près d'1 milliard d'euros de l'État russe sur l'année écoulée. Je veux que vous le sachiez tous également. Le soutien à l'ensemble du groupe Wagner a été entièrement fourni par l'État, du ministère de la Défense, du budget de l'État. Nous avons entièrement financé ce groupe. À partir de mai 2022, rien qu'en mai 2023, l'État a versé à Wagner $1 milliard pour l'entretien et les paiements incitatifs. Dans le même temps, le propriétaire de la société Concorde, Evgeny Prigozhin, via Vantorg, malgré le fait que l'État ait pris en charge le financement de Wagner, en un an, le propriétaire de Concorde a reçu et gagné de l'État en fournissant de la nourriture et des services de restauration à l'armée, 80 milliards de roubles, un peu moins d'$1 milliard. Et dans le même dossier, le ministre sud-africain des Affaires étrangères, Naledi Pandor, a déclaré ce mardi que la tentative de mutinerie de Wagner n'affecterait pas les efforts africains pour engager les autorités de Moscou et de Kiev à propos de la guerre en Ukraine. Il n'y a pas de mutinerie, il y a eu une tentative de mutinerie. C'est le langage que j'utiliserai. Et cela n'affectera pas notre intention de continuer à nous engager avec les deux pays, comme convenu par les présidents qui faisaient partie de la mission de paix en Afrique.
Et le ministre russe de la Défense Sergueï Shoïgu a rencontré ce mardi également son homologue cubain Alvaro López Miera à Moscou. Le renvoi de Shoïgu avait été, rappelez-vous, l'une des principales revendications des mutins menés par le chef de Wagner. Les États membres de l'Union européenne adoptent une décision visant à renforcer un fonds utilisé pour soutenir l'aide militaire à l'Ukraine. Le fonds European Peace Facility sera renforcé de 3,5 milliards d'euros pour acheter des armes et des munitions ainsi que pour former des soldats ukrainiens. Un budget appelé à croître à l'avenir selon Josep Borrell, haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Et puis nous le disions en titre, le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko fustige une fois de plus l'Occident qu'il accuse de vouloir déstabiliser la région en élargissant l'OTAN et en encourageant une montée en puissance du potentiel militaire des pays membres de l'Alliance dans la région. Aujourd'hui, nous pouvons clairement voir une nouvelle vague d'élargissement de l'OTAN et une accumulation d'armes sans précédent par les États membres de l'Alliance dans la région, y compris dans des endroits proches de nos frontières. En même temps, l'Ukraine continue de construire des murs frontaliers. Nous avons pour mission de sauver la paix pour laquelle se sont battus des millions de nos pères et grands-pères. Cela signifie une chose, nous devons être plus forts que la menace qui assombrit à nouveau notre terre. Cette menace vient de l'Occident, encore une fois. Comme vous pouvez le voir, l'histoire se répète. Et du sport avant de clore cette édition avec un tour d'horizon ce soir de l'actualité avec la qualification de la Tunisienne Ons Jabeur en quart de finale du tournoi d'Eastbourne. En football, la piste Harry Kane est toujours d'actualité du côté de la Bavière, même si la première offre n'a pas été du goût des patrons des Spurs, Salah Faisal. Notre tournée sportive débute d'Eastbourne avec le tournoi de tennis à 500 points où la Tunisienne Ons Jabeur a enregistré sa première victoire sur gazon cette saison lors du premier tour du Road-Sea International. Jabeur, numéro 4 mondial, a battu l'Italienne Jasmine Paolini en 2-7, 6-3, 6-2 en seulement 66 minutes. La Tunisienne remporte sa seconde victoire en 2 rencontres avec Paolini, classée 42e et se qualifie au deuxième tour du tournoi pour la troisième fois de sa carrière. En quart de finale, elle sera face à une autre Italienne, il s'agit de Camilla Giorgi. Du tennis, on passe au football où l'international anglais Harry Kane n'a pas l'intention de rempiler à Tottenham. La presse allemande dévoile que Kane a trouvé un accord de principe avec le géant bavarois, le Bayern Munich. On se dirige peut-être vers le plus gros transfert de la saison, bien que le capitaine du Three Lions devrait avoir un billet de sortie. Son contrat avec les Spurs expire en 2024. Son président avait déjà refusé une première offre du club allemand qui s'élevait à 70 millions d'euros. On passe à présent au cricket. La Coupe du Monde de la discipline débutera le 5 octobre avec une confrontation d'Angleterre-Nouvelle-Zélande à Ahmedabad, ont annoncé les organisateurs mardi 27 juin. L'Inde et le Pakistan, deux grands rivaux, se rencontreront lors du match le plus attendu du tournoi le 15 octobre au stade Narendra Modi, le plus grand site de cricket au monde en termes de capacité. Des équipes participeront au tournoi qui déroulera sur des sites. Le continent africain sera représenté par l'Afrique du Sud. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée et à demain.